Ok, très bien. Nous sommes en live. Donc Monsieur Bouden, la question était, nous partons de l'Église, si nous partons dans ce débat de l'Église de Sainte-Sophie, que signifie pour l'Europe cette reconversion de l'Église en mosquée? Et peut-être quel est le rapport aussi avec, quelle est la relation entre l'intervention turque en Libye et cette décision prise par le président turc, Erdogan? Eh bien, c'est un des éléments de la politique actuelle qui est en train de se dérouler sur le plan international et sur le plan interne. Et il faut remettre les choses dans leur cadre. Il est légitime pour un État de défendre sa souveraineté, de défendre ses intérêts. Mais le point crucial, c'est de savoir par rapport à quelles règles, par rapport aux règles de droit qui existent aujourd'hui. Les relations internationales permettent à chaque pays de défendre ses intérêts, de prendre des mesures internes, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les règles de droit qui doivent régir et à l'aune desquelles il faut juger ces actes sont aujourd'hui des règles de droit qui démontrent une violation de droits des autres pays de la région. C'est-à-dire, quand on prend les accords entre la Turquie et la Libye représentée par le gouvernement Sarraj, on voit qu'il y a un problème, à savoir d'une part que pour que ces accords soient valables, il faut que ces accords soient soumis à deux conditions. La première condition, c'est que ces accords doivent être ratifiés par l'autorité législative libyenne, comme ça a été le cas par l'autorité législative turque. Mais le gouvernement Sarraj n'a pas, bien qu'il soit reconnu par la communauté internationale, n'a pas soumis ces accords à la ratification du Parlement libyen, d'une part, et d'autre part, même si ces accords étaient ratifiés par le Parlement libyen, ils doivent respecter les intérêts des pays concernés, à savoir la Grèce, Chypre, l'Égypte, le Liban, Israël, la Palestine et d'autres pays de la région, puisque ces accords maritimes redessinent la carte maritime en violant les droits de ces pays-là. La Crète se trouve entre la Turquie et la Libye, et donc c'est la Grèce, et la Grèce a des droits sur 200 000 marins. Donc, ce sont des droits qui sont des droits inviolables. Et que si on les viole, on doit faire cesser la violation, on doit les réparer. Et ce sont des droits qui sont à la fois des droits juridiques et des droits économiques. Et donc, cet accord entre la Libye, du gouvernement Sarraj et la Turquie ont violé ces droits-là. Et donc, la communauté internationale ne peut pas accepter cette violation. Et donc, ces accords-là sont caducs. Ils n'ont aucun effet juridique sur les droits de la Grèce, les droits de l'ensemble de ces pays-là. Deuxième point sur les accords, ils portent sur des questions économiques fondamentales et vitales pour la région, et particulièrement toutes ces richesses qui viennent d'être découvertes au niveau des richesses gazières et pétrolières dans la région. Donc, c'est une mainmise sur ces richesses, et c'est une mainmise illégitime et illégale. Donc, le droit international ne peut que sanctionner cette mainmise, et les pays de la région ne peuvent pas laisser rester sans réagir contre cela, et ils vont réagir de façon légitime. Et ces affaires-là peuvent être réglées soit de façon bilatérale, soit devant la Cour internationale de justice. Mais tout ça fait que c'est un ensemble de politiques économiques et de politiques internationales qui fait qu'elle a des répercussions aussi sur le plan interne. L'Église, la transformation du statut du musée en mosquée elle peut être
on peut lui trouver une justification sur le plan du droit interne turc. Mais cette justification sur le plan interne, elle n'est que formelle, puisque l'État turc a des engagements internationaux vis-à-vis de la communauté chrétienne, vis-à-vis de la communauté internationale, pour respecter la décision d'Atatürk à l'époque et par rapport aux engagements vis-à-vis de ces communautés et de la paix entre si je peux dire, entre ces différentes religions et la coexistence. Or, il y a des difficultés économiques en Turquie, il y a des difficultés avec les partenaires et il y a un mécontentement des bases électorales. Et donc, c'est une façon de satisfaire une partie de cette base électorale pour dire, voilà, maintenant on transforme ça en mosquée, alors qu'il n'y a aucune nécessité impérative et il n'y a pas l'absence d'atteinte aux droits acquis des autres populations et particulièrement la population chrétienne qui peut elle-même demander le retour à ce qui était avant le décret sur la transformation en musée pour demander la requalification de ça et redemander le retour au statu quo ante avant la situation, c'est-à-dire de transformation en église. Et là, on voit que qu'on peut rentrer dans une querelle religieuse et dans un conflit religieux sans fin et qui aggrave les tensions dans la région. Donc, c'est une situation qui est c'est une répercussion, c'est un prolongement des tensions internationales que la Turquie vit aujourd'hui et contribue à créer, comme on a vu la tension en Méditerranée avec les patrouilleurs français, qui était une agression sans fondement et qui est une agression qui aggrave ce qui se passe en Libye par l'implantation de ces bases militaires turques qui n'ont pas de base juridique. Le gouvernement Sarraj, bien qu'il soit reconnu par la communauté internationale, n'a pas cette légitimité absolue et ne peut pas prendre tous les actes qu'il veut, puisque ces actes doivent être soumis, comme on l'a dit, à deux conditions, c'est-à-dire l'approbation du Parlement, qui n'a pas été obtenue, et ne pas toucher aux intérêts de l'ensemble des pays limitrophes et de la communauté internationale, ce qui est le cas aujourd'hui. Merci, M. Bouden, avocat à Paris, président de l'Association des avocats en droit international. Nous avons aussi M. Younes Belfella, qui est communiste et consultant en relations internationales. Donc, M. Belfella, que pensez-vous d'où la Turquie finance les milices armées et puis d'où elle a cet argent pour fournir des armes, du matériel et comment cela affecte-t-il l'économie turque? Tout à fait. La question économique est une question très importante pour bien comprendre les enjeux d'ailleurs de cette intervention turque en Libye. Mais il faut bien comprendre le projet d'ailleurs, le projet politique d'Erdogan. Le projet politique d'Erdogan, c'est un projet pan-islamiste, c'est un projet néo-ottoman qui est basé sur un niveau stratégique, on va dire, c'est le fait de redorer le blason à l'empire néo-ottoman avec une politique expansionniste dans le monde arabe et maintenant dans la Méditerranée orientale, avec bien sûr des relais politiques ou des relais même religieux. Je peux parler par exemple des frères musulmans, l'alliance aussi avec le Qatar, parce que si la Turquie fait le hard power, qui est l'armement, la préparation idéologique, etc., on a le soft power qui est fait par le Qatar, soit à travers les médias ou même bien à travers le financement, parce que ce genre d'opérations, soit en Syrie, bien avant, ou même actuellement en Libye, sont financées également par le Qatar. Et donc, ce projet utilise également le terrorisme comme étant une arme politique ou bien une arme, on va dire, pour atteindre des fins politiques. L'enjeu économique, il est très important parce que dans la Méditerranée orientale, donc toute la région de la Méditerranée orientale, on a à peu près 3400 milliards mètres carrés du gaz, ce qui peut représenter en quelque sorte la consommation, par exemple, pour un pays comme la France, du gaz pour 50 ans. Donc, c'est un très bon marché pour ce genre de pays.
Bien évidemment, il y a deux projets là-dessus. Il y a le projet qui a été fait entre la Turquie et entre le gouvernement de facto, le gouvernement Sarraj, et ce n'est pas un accord de coopération, c'est seulement un protocole de coopération, ce qui remet en quelque sorte l'éligibilité et la légitimité d'ailleurs de ce projet. Et il y en a d'autres projets qui sont faits dans la région, soit entre Chypre, Grèce et Israël, et également l'autre projet entre Israël et l'Égypte d'autre part. Sachant bien que la consommation annuelle, par exemple, des pays de l'Union européenne du gaz dépasse à peu près 250 milliards de mètres carrés pour tout ce qui est consommation du gaz. Donc, ce qui fait l'intérêt, il est extrêmement important par rapport à cette question du gaz. Mais il y a aussi un intérêt militaire qui est très important. D'où vient l'intérêt d'Erdogan d'avoir, par exemple, la main sur les bases militaires en Libye? Je parle de la base de Al-Watia qui est à 100 km de Tripoli, mais qui est très proche de la Tunisie, 30 km seulement avec la frontière tunisienne, très proche de l'aéroport Jafra d'ailleurs. La base militaire de Masrata, qui est extrêmement intéressante et stratégique, sans négliger bien sûr l'intérêt pour la ville de Sirte, qui a un port extrêmement intéressant pour le commerce international. D'ailleurs, même à l'époque du Kadhafi, là où les relations ont été très 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 bonnes entre le régime de la Libye et également le régime d'Erdogan, on se rappelle, c'était à peu près un échange commercial de 30 milliards de dollars à l'époque, la ville de Sirte avait un projet de devenir une zone franche avec un port bien sûr bien équipé pour faciliter en quelque sorte l'infrastructure de tout ce qui est commerce international. Donc l'enjeu économique et géostratégique, il est très important dans cette affaire, en ce qui concerne l'intervention en Libye, sans négliger qu'à travers la Libye, Erdogan peut vraiment concrétiser son projet, c'est-à-dire le fait de mettre la main sur la Tunisie, peut-être même sur d'autres pays du Maghreb, et également, on va dire, sur le fait de mettre en quelque sorte... Il y a l'invasion, il y a aussi le fait de mettre un sillage sur l'Égypte. Le premier ennemi actuellement dans la région de la Turquie, c'est l'Égypte. Et donc l'Égypte, avec ses problèmes, avec l'Éthiopie dans le sud et d'autres problèmes avec la Libye, ça va être vraiment très, très compliqué pour ce pays d'avoir un intérêt, on va dire, géopolitique. D'autres choses à dire par rapport à cette question ou la politique, on va dire, d'Erdogan, c'est que à part l'aspect économique, il y a l'aspect, on va dire, diplomatique, mais un aspect diplomatique qui utilise l'islam politique. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un populisme fait par ce monsieur, soit en Turquie ou même ailleurs, qui essaie de mobiliser la théorie de l'islam politique. D'ailleurs, vous avez posé la question tout à l'heure sur l'église de Sainte-Sophie et le fait de la transformer en mosquée. C'est une concrétisation de la théorie de Havinsgond, de la théorie des chocs des civilisations, c'est-à-dire le fait de poser les musulmans en guerre face à des chrétiens, alors que la réalité, elle est vraiment pas ça. En fin de compte, on est sur un intérêt politique face à un projet politique. L'inquiétude française par rapport à la Turquie, c'est pas seulement parce qu'il y a l'intervention en Libye, mais il y a aussi l'islam, ou bien on va dire l'ingérence de la Turquie dans le champ religieux en France. Des organisations étatiques turques comme la Direction turco-islamiste des affaires étrangères, appelée le DITIB, qui joue un rôle très important dans le financement des mosquées des associations islamiques en France. Une autre organisation, un relais politique par le parti de PKK, le parti de Erdogan, qui est l'organisation des démocrates turcs européens, et qui font représenter en quelque sorte un lobby de pression. On le voit sur certaines régions. Le projet, par exemple, de la grande mosquée et centre islamique à Strasbourg de Ayoub Sultan, qui est un peu avec un budget à peu près de 5 milliards d'euros. C'est le plus gros projet islamiste en France. Des investissements et même des associations islamiques dans la région parisienne, principalement à Sarcelles, dans la banlieue parisienne. Tout ce financement, il se fait d'abord par l'État, par des organisations étatiques de la Turquie, par des organisations de charité, comme le Qatar Charité, donc, qui finance à peu près 60 organisations en Europe et qui dédie un budget de 80 millions d'euros seulement pour les mosquées en France et en Suisse. Et ça, c'est bien sûr, c'est prouvé. De plus, il y a aussi l'autre enjeu, c'est l'enjeu médiatique avec la montée en puissance de certains médias turcs en français, comme la chaîne TRT en français, comme
des sites internet rédaction ou même des sites médaction aussi qui sont des sites mis sur la commande des Turcs pour divulguer un message pour la communauté turque. Mais l'objectif, c'est pas la communauté turque parce que la communauté turque en France ne dépasse pas 700 000 personnes. Mais l'objectif, c'est d'avoir un discours divulgué à toute la communauté musulmane, pas seulement dans le monde arabe, mais également en Europe. Je crois que au niveau politique, ce qu'on peut vraiment discuter actuellement, c'est que c'est vrai que cette position française, moi, je la trouve très, très en retard parce qu'il y avait des rapports qui ont parlé de ça. En 2018, vous vous rappelez certainement, il y avait un rapport de l'Institut Montaigne, la fabrique de l'islamisme, qui a cité clairement que la Turquie utilise la religion comme étant une arme de sa diplomatie en Europe. Mais je crois que c'est le moment d'abord pour mettre l'accent sur le rôle de l'OTAN, qui devient une institution ou une autorité sans pouvoir et n'a pas la capacité de prendre des décisions sur le fait de gérer la relation avec la Turquie. Et il faut réviser aussi cette stratégie avec la Turquie du fait que je suis convaincu que, comme on disait, en fait, si on peut vraiment mettre une certaine métaphore de cette situation, c'est que les Américains ont fait rentrer le loup dans le berger et les Européens l'ont nourri pendant des décennies. Et actuellement, on est face à une crise, on est face à un gourou qui est gonflé, qui a tous les moyens pour déstabiliser l'Europe, pas seulement par l'islam politique, mais également par des bases militaires en Libye, par des enjeux économiques et bien évidemment par une idéologie très, très, très dangereuse pour la stabilité de l'Europe. Et vous pensez que Erdogan a vraiment le pouvoir militaire et économique pour affronter tout le monde en Libye? Il n'y a pas que Erdogan en Libye, mais il faut citer aussi que toutes les organisations, on va dire, ou toutes les partis qui sont pro-gouvernement Sarraj sont des partis qui ont lien avec l'islam politique, soit avec les frères musulmans ou même avec des organisations, on va dire, à caractère terroriste. Donc, il y a même certains personnages comme Abdelkrim Belhaj ou comme Sadaq Al-Ghariani qui étaient les plus grands fameux islamistes de la Libye, qui hébergent actuellement d'ailleurs au Qatar et qui dessinent en quelque sorte la carte idéologique, on va dire, de cette intervention. Le lien avec le Qatar, il est très important parce que le Qatar ne cesse pas de financer la Turquie pour ses interventions. De même, il y a une base militaire turque au Qatar annoncée en 2017 et cette alliance avec une organisation comme les Frères musulmans, qui est une organisation transfrontalière, existe partout avec un budget énorme, avec de grands business, ce qui fait que ça facilite en fin de compte l'infiltration et ça facilite aussi le financement. Je ne crois pas qu'ils ont des problèmes de financement, mais au contraire, le financement, il est omniprésent et ça se voit dans toutes les opérations qui étaient menées, soit contre les Kurdes en Syrie, soit contre le Chypre. D'ailleurs, le pays voisin, là où il y a beaucoup de problèmes ou des différents frontaliers avec la Turquie. Et aussi cette opération de ce qu'on peut appeler le bargaining, ou même en quelque sorte le chantage qui est fait avec les Européens sur la question des réfugiés. À votre avis, Monsieur Belfila, pourquoi des sanctions économiques n'ont-elles pas été imposées à la Turquie ou même aux personnalités qui impliquées dans le soutien du terrorisme? Moi, je crois qu'au niveau européen, on n'a pas encore une façon pour avoir un accord concernant la Turquie. Parce que c'est vrai que la position française actuellement, c'est une position, on va dire, intense, qui est une position très, très ferme par rapport à cette situation. Mais on n'entend pas d'autres pays. Les Allemands, par exemple, qui ont fait des accords avec les Turcs, qui ont des bonnes relations économiques avec les Turcs, qui ont facilité les accords d'avoir des subventions européenne vers la Turquie pour limiter le mouvement des réfugiés ne sont pas d'accord avec la politique française. Et donc, c'est pour cette raison aussi, on a l'OTAN qui est concrètement pro la Turquie, surtout en ce qui concerne son intervention en Libye. La position américaine n'était pas du tout claire et les Américains ont essayé haut et clair de faire échouer le projet de Ghassan Salamé à l'époque pour un projet de paix en Libye. Donc, ça se voit qu'on a un problème au niveau des alliances. Le grand problème actuellement de la France avec la Turquie, c'est de viser les problèmes des alliances et également de sensibiliser les autres pays européens par rapport à la gravité de ce genre d'intervention, surtout quand il s'agit de la région du Maghreb qui représente
une région extrêmement importante pour l'Union européenne, soit avec les relations politiques, culturelles, économiques avec cette région. Et une intervention turque, ça peut vraiment créer une déstabilisation de cette région, ça peut créer des bases militaires, ça peut renforcer le terrorisme, ça peut également ouvrir les barrières par rapport à l'immigration. Et tout ça, ce sont des points qui dérangent actuellement les Européens. Je crois que la position française vient en retard, mais c'est une position qui est extrêmement intéressante pour ce moment, qu'il faut la renforcer et rentrer pour une solution politique. D'accord avec l'Italie Il y avait oui, il y avait un différend avec l'Italie sur la question du gaz. Ça, on ne le néglige pas. Il y avait deux projets, Total et Enia, qui étaient en concurrence pour le gaz en Libye. Mais je crois que même maintenant, les Italiens sont en train de changer leur point de vue parce que l'idée, c'est que ce qui nous intéresse maintenant par rapport à la Libye, ce n'est pas seulement que le gaz, mais c'est la question de le fait d'avoir des bases militaires turques ou le fait d'avoir des organisations terroristes présentes dans cette région qui peuvent déstabiliser d'autres pays du Maghreb ou l'Union européenne. Donc l'enjeu, il est différent. Ce n'est pas seulement des accords sur des affaires du gaz, ça dépasse là, mais on est sur un projet politique d'empire, comme j'ai dit, pan-islamiste, néo-ottoman, qui peut vraiment changer la carte du monde, qui peut changer aussi les rapports de force entre l'Union européenne et la Turquie d'une part et l'Union européenne et les États-Unis d'une autre part. C'est pour cette raison que certainement vous avez remarqué qu'il y a une certaine ouverture vers la Russie, même si que l'enjeu économique il reste important parce que la Turquie c'est un pays importateur du gaz. Il importe 90% du gaz et d'ailleurs il y avait un accord l'année dernière avec la Russie qui était un accord extrêmement important, même si les relations sont très, très tendues entre Moscou et Ankara, mais ça montre l'enjeu, ça montre l'engouement turc pour cette région et pour la question du gaz. Je crois que même l'enjeu aussi pour certains pays arabes et pour certains pays de l'Union européenne, c'est d'avoir un changement démocratique au niveau de la Turquie. Parce que je crois que quand on va avoir un changement au niveau de la présidence et le fait que Erdogan quitte le pouvoir, certainement il y aura une possibilité d'avoir une ouverture politique. Parce que je cite là l'ancien ministre des Affaires étrangères turc, Davutoglu, qui a fait un livre en 2002, la profondeur stratégique, où il a dessiné la carte diplomatique et les affaires étrangères de la Turquie. Et l'objectif, c'était pour la Turquie à l'époque, en 2002, c'était le zéro problème. C'était le fait d'avoir une réconciliation avec tous les pays voisins, l'Irak, la Syrie et les autres pays. Bah, actuellement, si vous allez... Maintenant, c'est sans problème avec les voisins, avec la Syrie, avec les Kurdes, avec l'Irak, avec toute la Méditerranée orientale et maintenant, même avec des pays là où il n'y a pas de frontières, comme la Libye, comme l'Égypte ou comme l'Union européenne, on voit qu'il y a encore des problèmes sans négliger l'importance de cet acteur qui est la Turquie comme étant un acteur important dans la diplomatie internationale. C'est un pays du G20 et donc la possibilité d'avoir une solution politique, je crois que c'est une possibilité qui est importante, mais avec le fait d'exercer une pression en interne en Turquie et de démasquer cette idéologie fausse des frères musulmans. À votre avis, qui peut aujourd'hui arrêter Erdogan ou arrêter son projet politique? Ça va se jouer au niveau interne. Ça veut dire que les projets ou les partis politiques d'opposition doivent avoir un projet d'abord qui va prendre en considération tous les ingrédients qui existent dans la société turque, de sensibiliser la société turque par rapport à la gravité de ce genre de problème, de fait d'avoir des mauvaises relations avec tous les pays et également le fait de, bien évidemment, d'avoir une certaine on va dire un enjeu économique, c'est-à-dire en fait de présenter une offre politique et économique pour la population turque. Et il y a aussi des prémices qui peuvent vraiment présenter des indicateurs intéressants là-dessus. On se rappelle des élections municipales dans la mairie d'Istanbul qui représentent 20% de l'économie turque. Donc la mairie d'Istanbul maintenant, elle n'est pas sous la tutelle du parti de Erdogan. Et ça, c'est très intéressant pour un projet, une alternative, on va dire, politique, laïque, capable d'avoir une ouverture vers l'Occident et également de garder les liens avec l'Orient. Victoria, tu as des questions à M. Belfella?
Je le trouve, merci beaucoup. Je trouve sa présentation très importante. Et peut-être mon question, c'est sur les droits de l'homme et comme vous avez dit, cette expansion du turc et Ouais. islam politique, comme vous avez dit. Mais est-ce que vous pensez que c'est un petit peu de crise de l'Union européenne sur le sujet de l'intégration des musulmans d'un part et d'une autre part, c'est la Turquie, les acteurs comme ça peuvent utiliser cette chose pour Tout à fait. faire un petit peu d'expansion idéologique, mais avec cet intérêt que vous avez déjà Oui, oui, bien sûr. mentionné. Le fait d'utiliser cette question, ça veut dire qu'il y a une faiblesse là-dessus. Certainement, en Europe, il y a une faiblesse par rapport à la question de l'intégration des musulmans dans les sociétés. Et je crois que c'est un point qui est très intéressant et que ça représente même une opportunité pour les Européens afin de traiter ce sujet avec du courage et avec également une volonté politique. Maintenant, ce qui se passe par Erdogan, c'est qu'on a un islam politique très très fort en Europe. C'est pas seulement des musulmans, mais c'est un islam politique. Ça veut dire qu'il y a des organisations des frères musulmans qui sont omniprésents dans les centres islamiques. Si je cite par exemple la France, entre 2300 mosquées et centres islamiques, on a 700 mosquées et centres islamiques qui suivent directement les frères musulmans. Donc là, ça peut représenter tout à fait pour les Européens un projet pour discuter un islam européen, voire même un islam français, avec des lignes qui sont très très claires et avec une certaine liberté qui peut être cohérente avec les valeurs de la République et avec une société laïque. Et vous pensez qu'il y a les instruments juridiques concrets qui peuvent aider cette contradiction, parce que c'est une chose qui est très difficile de résoudre, parce que Moi, je crois que quand il y a la volonté politique, on peut vraiment créer les mécanismes, on peut créer les institutions. Maintenant, ça demande une volonté politique de discuter d'abord librement ce genre de sujet, d'avoir un courage pour parler de ce genre de sujet et par la suite de prendre en quelque sorte, de mettre une politique religieuse pour ce genre de pays et même d'avoir une ouverture par rapport à des pays qui ont réussi à faire une certaine réconciliation entre le champ religieux et le champ politique, sachant bien que c'est pour ça que quand j'ai parlé du projet d'Erdogan, j'ai dit que c'est un projet qui mutualise l'intérêt politique du sultanat et l'intérêt religieux, spirituel du califat, et ce qui fait qu'on est face à un projet politico-religieux. Maintenant, en Europe, on doit discuter ce genre de projet avec une certaine volonté même d'apprentissage de certains pays, même arabes, qui ont des modèles réussis en ce qui concerne la réconciliation ou la séparation du champ religieux avec le champ politique. Je peux citer par exemple le Maroc, les Émirats arabes unis, l'Égypte, d'autres pays qui ont en majorité des communautés musulmanes, mais qui ont réussi à faire cette séparation entre le champ politique et entre le champ religieux. merci. Autre question, Victoria? Oui, sur peut-être, mais pour les deux présentateurs, c'est pour monsieur. Monsieur Younes Belkela, merci d'être présent avec nous. Merci d'être Merci à là. vous, c'est gentil de votre invitation. Je vous laisse partir à votre deuxième Tout à rendez-vous. fait. Merci beaucoup, c'est gentil. Restons avec Monsieur Bouden. Monsieur Oui, Bouden, bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Bonjour, monsieur Vaudin. Alors, d'après vous, Monsieur Bouden, quelles sont les répercussions de l'intervention turque au Maghreb sur l'Europe? Ouais. Bien, je crois qu'il faut repositionner toute cette question de la Turquie dans son contexte et donc dans son contexte historique aujourd'hui et par rapport à la situation actuelle. Depuis le changement de situation et les mouvements qui ont eu lieu en Syrie, on a remarqué que les États-Unis se sont retirés du champ opérationnel du Moyen-Orient. Et ça a été un signal très fort, d'une part à la Russie de Poutine de rentrer de plein pied en Syrie,
et par rapport à la Turquie de jouer un rôle important et de plus en plus expansionniste en Syrie. La France, quand elle a voulu réagir, elle n'a pas eu le soutien des États-Unis et la France et l'Union européenne de façon générale ont renoncé, ils ont laissé faire. Et il se trouve que depuis ce moment-là, il y a un basculement géostratégique dans la région du Moyen-Orient, ce qui a permis à la Turquie de vouloir jouer un rôle, puisque la nature a horreur du vide, de jouer un rôle très important et très présentiel et très agressif dans la région. Et donc, on voit la mainmise qu'elle a sur une partie de la Syrie, et on voit la mainmise russe aussi sur la Syrie. Et ceci a créé ce vide, a fait un appel d'air, et cet appel d'air a eu son écho en Libye. Et donc, à la fois, donc ces deux champs qui sont les deux pendants de la Méditerranée orientale, on a vu la Turquie mettre pied en Libye, et donc, par-delà, elle déstabilise l'ensemble de l'Afrique du Nord, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord dans sa composante depuis l'Égypte jusqu'au Maroc et jusqu'à... Mais ceci a aussi une répercussion sur deux autres plans. D'une part, ces mouvements déstabilisent l'ensemble de l'Afrique du Nord et le Sahel. Et on sait que le Sahel, il est miné par des mouvements terroristes qui mettent la région sahélo-saharienne dans une situation d'instabilité grave. Et cette instabilité de cette région africaine, elle est à la fois une déstabilisation de beaucoup de pays, le Tchad, le Niger, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, etc., le Nigeria, le Cameroun, la Mauritanie, mais aussi ça déstabilise la ceinture sécuritaire de l'Europe. Et donc, ça a une répercussion directe sur l'Europe, à savoir l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne. Et donc, et ça alimente les mouvements dysfonctionnels en Europe. Il y a beaucoup de mouvements islamistes et islamisants en Europe. Mais aussi, ça fait un appel d'air et ça fait un moteur très actif par rapport à la question des réfugiés. La question des réfugiés est une question fondamentale pour l'Afrique et ça rappelle ces mouvements de population depuis des siècles. Et ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui a été exacerbé maintenant par la déstabilisation de l'Afrique et par la déstabilisation du Moyen-Orient. Et on a vu les vagues de millions de réfugiés qui passent par la Turquie. Et le régime turc a utilisé ce phénomène, qui est un phénomène historique, qui est un phénomène aggravé actuellement, elle l'a utilisé comme une arme contre l'Europe et pour faire pression sur l'Europe. Et donc, l'Europe, donc voilà, elle se retrouve, puisque l'Amérique est très loin, il y a quand même un océan entre cette zone de théâtre tragique entre l'Europe et la Méditerranée sud, avec sa composante africaine et sa composante asiatique, arabe et asiatique. On a aussi la communauté musulmane qui est intégrée en Europe et que ces mouvements essaient de déstabiliser et de l'arrimer vers les pays d'origine. Or, cette communauté, c'est une communauté qui est intégrée, il y a à peu près entre 40 et 50 millions de personnes qui ont pour une grande partie la nationalité des pays européens et qui sont intégrés et qui voient leur vie en Europe et qui voient leur vie indépendamment de leur pays d'origine. Aujourd'hui, si on ouvrait les frontières, vous allez voir des pays entiers se vider pour arriver en Europe. Pourquoi? Parce que les populations, elles veulent vivre dans des états de respect du droit, dans des états où leurs intérêts économiques sont préservés,
où leur liberté est préservée, chose qu'ils ne trouvent pas au sud de la Méditerranée, et ni au sud ni à l'est de la Méditerranée. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'un appel d'air, il s'agit d'un mouvement tout à fait normal de toute population dans le monde et qui explique l'immigration. L'immigration, dans l'histoire, a été toujours soutenue par deux phénomènes. Premièrement, la recherche de la liberté et deuxièmement, la recherche de l'intérêt économique, de la satisfaction des besoins économiques. Et ces deux ingrédients sont aujourd'hui la base et le fondement de ce qui se passe aujourd'hui entre les rives sud et est de la Méditerranée et l'Europe. Et comme le régime turc, il exploite ça. Le régime de Kadhafi avant exploitait ça. Le régime le régime de Sarraj a continué à exploiter ça. Et donc, c'est un levier contre l'Europe. Et donc, ce sont des régimes qui ont voulu utiliser ces phénomènes pour peser dans cette relation. Et cette relation, elle est complexe. Il y a la question de l'immigration. La Turquie reçoit 3 milliards de dollars pour stopper l'immigration. Or, d'un côté, elle la stoppe d'une certaine façon, mais de l'autre côté, elle l'utilise comme moyen de pression et elle lâche de temps en temps des vagues pour déstabiliser particulièrement la Grèce et l'ensemble comme la Hongrie, etc. Et on a vu une influence politique directe qui a été utilisée contre l'Europe, à savoir l'arrivée de régimes non démocratiques en Europe. On voit le gouvernement Orban en Hongrie, on voit Salvini en Italie et on voit des phénomènes d'extrême droite en Pologne. Bon, aujourd'hui, il y a les élections en Pologne et on espère que l'état de droit va prévaloir. On voit ce qui s'est passé, le Brexit. Et donc, c'est un phénomène complexe. Il ne faut pas réduire cette histoire-là à des questions de frères musulmans et autres qui jouent un rôle fondamental. Et les frères musulmans veulent déstabiliser toute l'Europe, mais ils veulent déstabiliser le monde libre. Et c'est pour ça que la bataille au sud de la Méditerranée, c'est que les populations et que les courants politiques doivent se déterminer pour choisir leur camp. Est-ce qu'ils sont pour l'état de droit? Est-ce qu'ils sont pour le monde libre? Est-ce qu'ils veulent faire partie du monde libre? Ou est-ce qu'ils veulent continuer à jouer avec les guerres de religion, à jouer avec on débaptise un musée pour le transformer en mosquée et à pousser vers l'affrontement des religions? Ou est-ce qu'on veut faire partie du monde qui respecte le droit et qui respecte les individus? La solution d'immigration, elle est là. La solution d'immigration est de tarir la source de cette immigration, c'est d'aider ces pays du sud de la Méditerranée, de l'est de la Méditerranée, à établir des états de droit par lesquels on peut satisfaire les besoins économiques de ces populations. Aujourd'hui, l'ensemble de ces populations qui migrent, ils ont un revenu moins de 2 dollars par personne, par jour. Ce chiffre, c'est ce que dépense l'Union européenne pour subvenir aux besoins des vaches. Les vaches laitières, elles coûtent à l'Europe plus de 2 dollars par jour. Donc, les régimes dans ces régions du monde, dans les régions du sud de la Méditerranée, elles traitent leur population et leurs citoyens avec un standard moins élevé que le standard avec lequel on traite en Europe les vaches. Vous vous rendez compte de cette humiliation que subissent ces populations. C'est pourquoi ces populations veulent immigrer. Mais cette volonté ou cette poussée d'immigration, elle est exploitée par des régimes comme en Libye ou comme en Turquie maintenant, ou d'autres pays qui exploitent cela. Et donc, il faut absolument que la bataille se mette sur ce terrain-là. Mais la bataille doit être une bataille de longue haleine. Il faut une volonté. Et imaginez le différend qui était entre l'Italie et la France sur la Libye et comment la diplomatie française a été suffisamment souple et suffisamment sage
pour ne pas s'affronter à Salvini, qui avait un poids important en tant que ministre de l'Intérieur du précédent gouvernement italien, avec le même président du Conseil, Conti. Le gouvernement français a manœuvré de façon assez souple, assez visionnaire pour permettre le départ et pour aider, sans s'ingérer dans les affaires internes italiennes, au départ de Salvini, à calmer le front d'Orban, à calmer le front en Pologne, où l'Union européenne a tenu bon pour rappeler que l'état de droit prévaut contre ceux parmi les gouvernements qui sont membres de l'Union européenne quand ils dépassent les limites et quand ils ne respectent l'état de droit. L'Union européenne a ouvert des procédures contre la Pologne, contre le gouvernement polonais, quand il n'a pas respecté l'état de droit. Donc l'état de droit est quelque chose de fondamental. Il faut que le respect de l'état de droit soit promu comme un moteur politique de l'Union européenne pour qu'il soit mis en œuvre dans les pays du sud de la Méditerranée et dans les pays de la Méditerranée orientale pour justement que ces populations puissent bénéficier de cet état de droit et pour que ces pays-là puissent maîtriser le flux migratoire. L'immigration est une nécessité dans le monde. Le monde vivra toujours avec l'immigration. Mais il faut que l'immigration soit une immigration, si je peux dire, naturelle. L'immigration est tout à fait classique. Les États-Unis, c'est un pays d'immigration. L'Europe est un pays d'immigration. Et il le restera. L'Europe a besoin d'à peu près 200 millions de personnes aujourd'hui et d'un sang nouveau. La population allemande et la population italienne, si on ne prend que ces exemples-là, et d'autres populations en Europe de l'Est, sont des populations qui sont en vieillissant, qui ont besoin de sang neuf, qui ont besoin de régénération, donc qui ont besoin de population. Ils ont besoin de cette immigration. Mais il faut que l'apport migratoire qui est nécessaire pour la reproduction, parce que sinon, la population européenne, en étant vieillissante, elle ne peut pas régénérer la force productive et elle ne peut pas faire face même au paiement des retraites, sauf à utiliser des moyens financiers. Or, les moyens économiques nécessitent. Les moyens financiers ne nécessitent pas, mais les moyens économiques nécessitent une immigration. Mais il faut que l'immigration soit apaisée, il ne faut pas qu'elle soit manipulée. Il faut que l'Europe puisse, même en acceptant par pragmatisme de payer 3 milliards de dollars à Erdogan et à la Turquie sous le régime d'Erdogan, comme elle a accepté de payer. Elle a payé 6 milliards de dollars à Kadhafi, il ne faut pas l'oublier. Et donc, ce n'est pas un problème de politique partisane, c'est un problème géostratégique fondamental. C'est pour ça que le gouvernement Sarraj ne fait pas nécessaire pour stopper l'immigration et utilise ça pour avoir une contrepartie de sa reconnaissance. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la communauté internationale, sa reconnaissance du gouvernement Sarraj est une reconnaissance limitée dans le temps et il n'est pas un chèque en blanc et il n'est pas ad vitam aeternam. Cette reconnaissance du gouvernement de Sarraj, elle est dans une phase politique déterminée, elle est datée dans le temps, il y a une date de départ, les accords de Srirat, etc., et il a une date d'expiration. Le gouvernement Sarraj est en train d'expirer. Aujourd'hui, il expédie des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un gouvernement stable pour sortir la Libye de cet engrenage. Mais le gouvernement Sarraj exploite cette situation aujourd'hui pour ouvrir ses frontières à une partie. Il a fait des accords avec la Libye, qui sont des accords de la Libye avec la Turquie, mais qui sont des accords caducs. Ils ne produisent aucun effet. Les accords sur le partage des zones maritimes, des zones économiques maritimes, n'ont aucun effet sur le plan international. Ils sont caducs. Ils ne produisent aucun effet juridique. Et ils ne produisent aucun effet économique puisque ça ne peut pas permettre à la Turquie, ça ne peut pas permettre
à quiconque de mettre la main sur la production pétrolière et la production gazière. C'est une illusion, ce n'est qu'une manœuvre, c'est un faux titre. C'est un titre qui n'a aucune légitimité et aucune légalité internationale. La question des bases militaires est aussi une question grave parce qu'il permet d'avoir des bases pour juste défendre ce gouvernement qui est un gouvernement éphémère et qui n'a pas la légitimité ni des urnes, ni la légitimité populaire. Et de toute façon, il va y avoir l'ouverture des négociations pour lesquelles et on viendra à ces négociations d'une façon ou d'une autre et qui remettra la pendule à l'heure et qui essaiera de réunir l'ensemble des composantes libyennes pour sortir des institutions qui sont aujourd'hui nécessaires à la stabilité de la Libye. L'instabilité de la Libye, c'est l'instabilité de l'Europe, c'est l'instabilité de l'ensemble de la Méditerranée, et ce n'est pas les interventions militaires qui vont permettre cette stabilité, bien au contraire, ils vont continuer cette instabilité. On voit aussi que les bases militaires ont un impact parce qu'elles renforcent des actes illégitimes. On voit que dernièrement, la gouvernance de la Banque centrale libyenne, elle a stoppé l'audit qui est en train de se faire pour déterminer où va l'argent libyen. Toutes ces manœuvres sont une couverture pour dilapider les richesses du peuple libyen. Il y a des richesses qui sont en train, les finances de la Libye sont en train de s'évaporer et cet acte d'arrêter l'audit est un acte extrêmement grave et qui démontre que le pillage des richesses de la Libye est en train de continuer. Et il faut que la communauté internationale, parce que là c'est un problème d'ordre public international dont la communauté internationale est responsable, et il faut qu'on se penche sur cette question pour que cet audit des finances de Libye Parlons de la communauté internationale, M. Boudin. Pourquoi est absente aujourd'hui la communauté internationale? Elle ne réagit pas face à ce qui se passe en Libye et ce qui fait Erdogan aujourd'hui. Ça a été prouvé qu'il est impliqué dans le financement et le confinement des terroristes. Il n'a jamais été jugé. Et on voit que la communauté internationale aujourd'hui reste en retrait. Alors, c'est un problème assez complexe, mais comme on dit, quand on manœuvre une petite barque, c'est différent que quand on manœuvre un grand paquebot. Et donc aujourd'hui, on est en train de manœuvrer un grand paquebot. Et dans ce grand paquebot, comme les manœuvres ont été subtiles pour rapprocher les points de vue entre l'Italie et la France, et qui sont des forces fondamentales par rapport au conflit libyen et par rapport à la stabilité en Méditerranée. Et notre stabilité à tous, elle passe par la protection de l'Europe et par la protection du monde libre, et l'accord et le rapprochement du point de vue entre la France et l'Italie est une chose fondamentale. Nous sommes arrivés à des points de rupture il y a quelques mois, quand il y avait Salvini au gouvernement italien. Heureusement que les choses se sont bien passées et Salvini maintenant est éjecté et il n'a pas beaucoup de chances de revenir donc aux commandes. On a ce qui se passe en Pologne et on essaie l'Europe c'est une communauté démocratique, c'est une communauté qui ne se fait pas sur des coups de sang, sur des coups de... Mais cette volonté, il faut l'exprimer, il faut l'arrimer. Il est vrai aussi que la Turquie, elle fait partie de l'OTAN. Et en tant que membre de l'OTAN, il y a des mécanismes internes pour régler les conflits entre les membres d'une même organisation. Et il est vrai que la Turquie aujourd'hui n'agit pas de concert avec les autres membres de l'OTAN. Elle a failli mettre en péril et en danger la vie des marins français et des soldats français qui sont des alliés par rapport
au sein de l'organisation de l'OTAN. Et ça, c'est un manquement de la Turquie. Et c'est pour ça que cet incident-là est porté devant les instances de l'OTAN aujourd'hui. Et par rapport à la Libye, l'Union européenne est en train d'affiner sa position. Elle est en train de soutenir la stabilité de la Libye. Et la stabilité de la Libye, effectivement, passe par le contrôle de ces foyers de terroristes. Mais ces foyers de terroristes ne sont pas qu'en Libye, puisque l'Union européenne, et particulièrement la France, elle essaye de créer un cordon sanitaire, sécuritaire, sanitaire au sens sécuritaire du terme, entre le sud de la Libye et l'ensemble de la bande sahélo-saharienne. Parce que cette bande, c'est une bande qui est plus grande que l'Europe, de l'Europe vitale. C'est une zone énorme, elle est difficilement contrôlable et la présence terroriste est immense. Elle déstabilise la région du sud de la Liban, du Soudan, regardez, de la Somalie, jusqu'à l'Atlantique, jusqu'au Nigeria, des Shabab de Somalie jusqu'à Boko Haram au Nigeria. C'est une zone énorme. Et donc, il y a ce qui est demandé à l'Europe, c'est d'avoir une position beaucoup plus ferme, une position beaucoup plus active, une position sur plusieurs fronts, à la fois sur le plan du développement, pour enraciner ces populations-là, pour essayer de limiter la corruption dans toute cette zone, pour essayer d'aider dans cette période qui s'est en plus compliquée avec le Covid-19 et ce coronavirus, etc. Il y a un blocage de l'économie mondiale et c'est en train de repartir, mais il faut que ce blocage soit aussi accompagné par une maîtrise de cette pandémie, mais il faut que ça ne fasse pas oublier avec l'injection de moyens financiers énormes. C'est pour la première fois dans le monde où on a autorisé de façon saine les déficits budgétaires, et ces déficits budgétaires, on va les autoriser pour les pays africains, mais les pays africains, il ne faut pas se le cacher, sont minés par la corruption, par la mauvaise gouvernance et par l'absence de pays de droit. Et c'est l'ennemi principal de la sécurité et l'ennemi principal de la stabilité de la région, c'est la corruption, l'absence d'état de droit et l'absence de justice dans cette zone. Et donc, il faut tarir cela. Il faut aussi maîtriser, et de façon non militaire pour le moment, mais c'est comme l'arme nucléaire, il faut la brandir sans l'utiliser, mais il faut aussi régler ce conflit gazier au sein de la zone de l'Europe orientale. Et il faut aussi trouver un modus vivendi avec la Russie pour qu'elle n'avance pas aussi en Syrie, parce que la Syrie a été abandonnée à la Russie. Mais aussi, vous avez vu la résolution du Conseil de sécurité, la dernière résolution qui laisse un seul point de passage, ça a été imposé par la Russie. Mais là aussi, la Turquie n'a pas, elle avait d'autres points de passage qui ont été fermés, elle n'a plus le même accès, mais la bande au nord. Mais le point fondamental aujourd'hui reste la gestion de la crise libyenne, qui est un point énorme, parce que ça risque de déstabiliser la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et l'ensemble de la région du Sahel. Mais aussi, ça risque de déstabiliser l'Europe avec l'infiltration ou ce poison qu'on distille dans l'utilisation de la communauté de culture musulmane. Bon, ça, c'est un problème fondamental qu'il faut maîtriser. Le financement, vous avez vu le rapport du Sénat français de cette semaine qui insiste là-dessus. Le gouvernement français va le prendre à bras-le-corps et il va y avoir un contrôle sur cette question-là, sur le financement, sur la diffusion de la pandémie extrémiste. Il y a la pandémie du coronavirus et la pandémie… La formation des imams aussi. Il y a la formation des imams, il y a
il y a toute la gestion des banlieues de façon apaisée, de façon non cultuelle. Il y a tous ces phénomènes-là. Donc, le problème est assez complexe. Il faut le gérer de façon multiple. Et c'est pour ça que toutes ces questions-là doivent être prises à la fois comme un phénomène géopolitique qu'il faut régler, mais comme aussi des instruments de déstabilisation interne par le fait d'influencer la vie politique interne, comme on a vu la manipulation pour faire venir au pouvoir des régimes, des partis politiques d'extrême droite en Europe pour que ces régimes d'extrême droite sont très proches des régimes dictatoriaux parce qu'ils partagent la même idéologie et l'affrontement entre ces différentes populations. Et dans cet affrontement, ce sont les populations d'origine musulmane qui vont faire les frais et qui sont les parties les plus fragiles. Donc aujourd'hui, le problème, c'est de changer de politique, d'être beaucoup plus ferme par rapport à ces déviations et par rapport à ces manipulations, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux civilisationnels. Et pour la région du sud de la Méditerranée et de la Méditerranée orientale, c'est de pousser à ce qu'on puisse arrimer ces populations sur le plan culturel à la notion de droit et à la notion du respect du droit. Et c'est par là qu'on puisse satisfaire les intérêts économiques et la coexistence dans toute cette région du monde. Monsieur Bouden, permettez-moi aussi de vous poser la même question que j'ai déjà posée à Monsieur Younes Belfella. Qui peut arrêter aujourd'hui Erdogan? Il y a bien moyen pour l'arrêter, stopper sa politique d'invasion. Qui peut l'arrêter aujourd'hui? Ou autrement, comment on peut arrêter Erdogan aujourd'hui? La règle de droit, c'est la base du tout. Indépendamment des personnes et des politiques et des pays, etc. N'oublions pas que la Turquie... Il n'a pas été jugé pour ses crimes. N'oublions pas, oui, on en arrive. La Turquie est un pays qui a une vie séculaire. La Turquie était un régime ottoman, il était dans l'affrontement. N'oublions pas que l'Empire ottoman est arrivé à Vienne, les sièges, etc. N'oublions pas que pendant la période où l'Empire ottoman voulait imposer cette conception du monde, qui est une conception totalitaire de l'époque, qui existait à l'époque, le monde de l'Europe occidentale a fait partir Christophe Colomb et il a, avec la civilisation chrétienne et musulmane et juive, etc., ils ont conquis l'Amérique, ils ont découvert l'Amérique. Et là, on était dans un monde qui allait vers la liberté, et on a le monde oriental qui allait vers ce totalitarisme. Mais la Turquie avait aussi Atatürk qui est venu, elle avait aussi une ouverture, elle avait un rapprochement. Maintenant, il y a une phase de frères musulmans, une phase de retour vers un islam ancien, avec des conceptions d'affrontement. Mais la Turquie est un pays qui va continuer à vivre. Il y a des forces démocratiques, il y a des forces de liberté, et il ne faut pas être désespéré que ces choses-là vont évoluer. Maintenant, comment se règlent ces problèmes? Ils ne se règlent qu'avec la règle de droit. On pose la règle de droit qui est de ne pas atteindre aux droits des autres. Et là, avec l'accord entre le régime Erdogan et le régime de Sarraj, il y a une atteinte aux droits d'un ensemble de pays de la Méditerranée orientale, particulièrement la Grèce, Chypre et les autres. Et là, c'est la règle de droit qui s'applique et qui va s'appliquer. La règle de droit, il y a des institutions qui peuvent permettre de le faire, à savoir la Cour internationale de justice ou d'autres mécanismes qui existent. Et pour les dirigeants qui ont enfreint à cela, il y a des sanctions, il y a
il y a des sanctions, il y a des juridictions internationales qui peuvent sanctionner ça. C'est une question de volonté politique. Attendant, aujourd'hui, on exploite le fait que les États-Unis soient dans une campagne ou une pré-campagne électorale, mais la campagne électorale, dans quelques mois, elle sera terminée. Il va y avoir un nouveau pouvoir, une nouvelle administration, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit républicaine ou démocrate, peu importe, au sens de la géostratégie, c'est le peuple américain qui va le décider, mais il va y avoir un gouvernement stable pour encore 4 ans, Et là, les choses vont se poser autrement. L'Union européenne est en train de se réaffermir. Les élections européennes, les élections aujourd'hui en Pologne vont peut-être permettre l'ancrage de l'état de droit. On voit que le populisme en Europe est en train de régresser. L'Union européenne aujourd'hui, elle s'affirme. Il y a quelques années, quelques mois, on pensait que l'Union européenne était en train de s'effriter. On a vu qu'elle est solide et qu'elle se maintient. Et c'est l'union de la stabilité. C'est l'Union européenne qui nous permet cette stabilité. Et c'est elle qui est en train de manœuvrer pour permettre, et elle manœuvre par le droit, pour permettre la stabilité dans la zone sahélo-saharienne, qui est une zone très sensible, et dans la zone moyen-orientale. Donc, elle est en train de maîtriser cette poudrière ou ces deux poudrières qui peuvent, si elles sont jointes l'une à l'autre, faire une situation explosive. Donc aujourd'hui, la situation, malgré ce côté sombre, malgré l'aggravation avec le coronavirus, quand même, il faut voir la lueur au bout du tunnel, et la lueur est dans l'Union européenne et dans le monde libre, mais il faut que les populations adhèrent à cela, qu'on sorte de l'invective religieuse, qu'on sorte du nationalisme qui a détruit l'Europe au 19e siècle et au début du 20e siècle, et que les régions du Moyen-Orient et les régions d'Afrique, ils sont traversés par des courants nationalistes, par des courants religieux, par des courants populistes extrémistes, et il faut que les courants du droit et que les courants de la justice, à la fois de la justice sociale et de la justice et de la démocratie, puissent frayer leur chemin, et c'est comme ça qu'on puisse créer la stabilité. La volonté, elle est là, et ça, c'est le travail à court terme. À long terme, le travail à court terme, c'est de s'opposer à ces manœuvres, que ce soit au niveau de la politique intérieure de chacun des pays européens et chacun pays du sud de la Méditerranée, pour empêcher ces courants de nationalisme c'est un nationalisme qui est mélangé entre le nationalisme du 19e siècle et le nationalisme religieux aujourd'hui. Et ce sont des forces politiques qui sont en train de détruire ces pays-là. Ces pays-là sont dans une situation économique exsangue et ils les poussent à encourager l'immigration pour dynamiter l'Europe de l'intérieur. Et ces phénomènes-là, l'Europe a les moyens et doit avoir plus de volonté de les contrer, et ils ont les moyens de faire des sanctions économiques contre les dirigeants. Les États-Unis l'ont fait à plusieurs reprises et ils peuvent continuer à le faire, et ils continueront à le faire. Et l'Union européenne aussi a érigé des sanctions contre beaucoup de dirigeants qui ont essayé de nuire à l'ordre public international, et ça, ils peuvent le faire à la fois sur le plan financier pour les sanctionner, mais aussi par déférer des dirigeants qui outrepassent qui exploitent la souveraineté pour nuire aux autres. Ils peuvent les déférer devant les juridictions internationales. Tout ça est possible. Donc la question est elle se fait dans une lenteur, certes, qui ne satisfait pas les besoins d'accélération qui sont nécessaires, contre des gens qui marquent des points tous les jours. Et donc, il faut que la réaction soit beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, et il faut que ce phénomène qui continue sur le fond, et que l'Europe n'a jamais cédé, bien que parfois
il y a eu des ralentissements. Il faut que cette réaction s'accélère pour l'intérêt de tous et pour la stabilité de l'ensemble de la région et des Victoria? populations. Oui, merci beaucoup, Monsieur Baudin. Alors, je ne suis pas sûre si l'Europe ou le monde libre, comme vous dites, est prête pour le retour de géopolitique, parce que normalement, géopolitique était quelque chose que l'Europe a opposé, dit que nous avons cette politique étrangère et sécurité qui est un domaine assez stable dans l'Union européenne. Alors, il y a une OTAN, il y a cette politique étrangère et sécurité. Comme vous avez dit, on pouvait utiliser les instruments de l'OTAN pour parler. On peut dire ça, parler avec la Turquie, mais on peut utiliser aussi les autres instruments. Mais pourquoi alors l'Europe n'utilise pas ça? Et si après penser en sens de conflit de le territoire et de collaborer par exemple avec la Russie qui a peut-être toujours pensé dans le sens géopolitique, géostratégique. C'est peut-être mon première question. L'autre chose, c'est sur la légitimisation que vous avez dit au début. On peut voir que nous avons deux gouvernements en parallèle, la Libye, et comment on peut créer, quel instrument on peut utiliser pour créer la légitimisation d'un gouvernement. Est-ce qu'on doit choisir Khalifa Haftar ou ça, et comment on peut choisir le parti dans cette situation très, très complexe. Oui, et peut-être qui sont les répercussions pour la construction de l'État en Libye généralement après le conflit. Trois questions alors, mais vous pouvez... Non, mais elles sont liées. Donc, oui, elles sont liées, oui. Oui. D'une part, l'Union européenne, elle a plusieurs alliés. D'une part, il y a l'allié américain qui est incontournable et qui est nécessaire. Je crois qu'il y a une communauté de destin entre les États-Unis et l'Europe. Et donc là, quelles que soient les divergences d'administration ou autres, il y a quand même une communauté de destin. Et cette communauté de destin a été confirmée à chaque fois qu'il y a une crise majeure. Elle a été confirmée lors de la Première Guerre mondiale. Elle a été confirmée lors de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale, les États-Unis sont rentrés sur la scène de la guerre quand la sécurité et la liberté du commerce a été touchée. Et donc, les États-Unis ont ce point cardinal, c'est quand leur sécurité et la liberté du commerce est touchée dans le monde, et elle ne reculera pas devant une intervention massive. Et elle l'a fait pendant la Première Guerre mondiale. Dans la Deuxième Guerre mondiale, la question était beaucoup plus grave parce qu'il y a une atteinte à la civilisationnelle. Hitler est un criminel qui a porté atteinte à la civilisation. Il voulait changer la civilisation dans sa globalité, avec l'Holocauste, avec tout ce qu'il a fait, etc. Donc, il y a une... Et n'oublions pas que la communauté internationale s'est retrouvée à Nuremberg pour juger les criminels de guerre. Les criminels nazis ont été jugés à Nuremberg et c'est avec Nuremberg que le droit international moderne a été instauré. Bon. Et on voit que les pays qui ont été jugés et dont les dirigeants qui ont été déclarés criminels lors du procès Nuremberg sont les pays les plus démocratiques aujourd'hui. L'Allemagne a laissé juger, ou elle a contribué à juger les dirigeants nazis, et on voit que l'Allemagne, c'est un pays des plus démocratiques aujourd'hui et qui est un bastion des libertés et de l'état de droit. On remarque que, par exemple, l'Italie, qui a fait un procès expéditif à Mussolini, qui a été pendu, etc., comme la Libye a fait pour Kadhafi, qui a été tué, et on a raté, le peuple libyen a raté le procès de Kadhafi. C'était un crime d'avoir raté le procès de Kadhafi et de l'avoir tué de cette façon-là. Et comme c'était un ratage pour le peuple italien d'avoir raté le procès de Mussolini.
Et on a vu que l'Italie n'a pas été un pays démocratique profond comme l'était l'Allemagne. Et comme l'Espagne, ils ont trouvé un consensus mou pour ne pas juger la période franquiste. Et on voit que jusqu'à maintenant, l'Espagne souffre de ce phénomène-là. Donc, il faut voir que c'est un point fondamental. Le procès de Nuremberg est fondamental. Et les leçons de Nuremberg, on les utilise jusqu'aujourd'hui et ils vont être des bases fondamentales pour juger les criminels aujourd'hui, les criminels de guerre, les crimes contre l'humanité et la Cour internationale, le tribunal pénal international aujourd'hui, il est fondé sur les principes de Nuremberg. La Convention de Rome, elle s'inspire de cela. Le procès du Rwanda, des criminels au Rwanda, le génocide Tutsi au Rwanda, la Cour, le tribunal spécial pour juger les criminels de la Yougoslavie et des anciens des pays d'ancienne Yougoslavie sont fondés sur ça. Donc, le corpus juridique de Nuremberg existe toujours et le régime des relations internationales et permet de juger ceux qui enfreignent au droit international selon les critères de Nuremberg et selon les principes de Nuremberg. La Turquie n'est pas Erdogan. Erdogan est aujourd'hui un régime de la Turquie, comme Atatürk était un régime de la Turquie, comme tel ou tel sultan était un régime de la Turquie. La Turquie est un pays fondamental. La Turquie est un pays qui est arrimé à l'Europe. Sa place est en Europe. Aujourd'hui, Erdogan ne veut pas que la Turquie rentre en Europe. Il y a des forces politiques qui ont mal joué, des forces politiques d'extrême droite qui n'ont pas voulu que la Turquie rentre en Europe. Et aujourd'hui, on pèse le poids négatif de leurs décisions qui ont voulu exclure la Turquie de l'Union européenne. Si la Turquie était arrimée à l'Europe, et si ces forces d'extrême droite n'avaient pas bloqué l'entrée de la Turquie, puisque la Turquie voulait rentrer, avant Erdogan, elle voulait rentrer en Europe. Et l'extrême droite a voulu chasser la Turquie de l'Europe. Voilà, on est en train de payer le prix. On a une montée de l'extrême droite en Europe et on a une montée des frères musulmans et autres en Turquie. C'est ça le problème, c'est ça qu'il faut qu'on évite. Il faut que maintenant les forces politiques travaillent pour que de nouvelles forces émergent, pour que la Turquie retrouve la voie vers l'Europe et pour que l'extrême droite baisse. Et c'est quoi l'extrême droite, que ce soit en Turquie ou que ce soit en Europe? C'est les forces nationalistes fondées sur la religion et le populisme. Le populisme, le nationalisme, les courants religieux n'ont jamais apporté le bonheur aux populations. Ils apportent la démagogie, ils apportent l'affrontement. Ils n'ont jamais satisfait les besoins économiques de leur population. Et ils sont pour l'affrontement. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ils n'ont jamais respecté l'état de droit. Parce que leur référence n'est pas l'état de droit, le référence, c'est l'état de la souveraineté, c'est l'état de la religion, c'est un autre référentiel en droit. Or, ces référentiels en droit ont démontré leur échec sur des siècles. Aucun régime nationaliste n'a pu établir le bonheur de son peuple, n'a pu établir une croissance économique, une richesse économique, n'a pu établir une paix sociale. Aujourd'hui, le monde libre est un monde très petit par rapport à l'océan d'absolutisme. L'Europe représente 10% de la population mondiale. Cet îlot, si on compare l'îlot démocratique dans le monde, l'Union européenne et les États-Unis et l'Amérique du Nord, on représente quoi? Entre 10 et 15% de la population mondiale. Nous sommes très peu nombreux, mais nous sommes forts par l'état de droit.
Et l'état de droit, c'est lui qui crée la richesse économique. La Chine aujourd'hui, bien qu'elle soit une puissance économique, on a vu sa fragilité. Et on a vu qu'elle voulait écraser Hong Kong, etc., et Taïwan et autres. Et on a vu que le monde, et là c'est encore un point fondamental, il faut que, et on le voit aujourd'hui, les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Nord de façon générale et l'Union européenne, ils essayent d'aider Hong Kong. C'est pas parce que Hong Kong est importante pour le commerce, etc. Non, parce que c'est un état de droit. C'est une région de droit. Et les régions de droit, il faut qu'on en ait plusieurs, il faut qu'on les sème, il faut que le monde libre, ce que j'appelle le monde libre, c'est ce qu'on a toujours appelé le monde libre, c'est-à-dire l'état de droit. Le monde libre a été le bastion c'est le monde libre qui a remporté la guerre contre le nazisme. Et c'est le monde libre qui remportera la guerre contre le fanatisme religieux, le fanatisme nationaliste, le fanatisme populiste. C'est ça le monde libre. Ce n'est pas un concept, c'est ce qu'on doit tous partager à l'échelle de chaque individu et à l'échelle de chaque personne et à l'échelle de l'ensemble des communautés qui doivent se battre tout en étant minoritaires, mais c'est une minorité, c'est la bataille de David contre Goliath, mais c'est une minorité qui a la force du droit. Et la force du droit est beaucoup plus importante que la force du fake news, du nationalisme, de l'extrémisme religieux et du populisme, lesquels prennent une partie d'une vérité mélangée avec une grande partie de mensonges pour faire bouger les gens, pour créer le terrorisme, pour déstabiliser les régions, toutes ces régions-là. Mais avec l'éducation, avec la prise de conscience, avec le soft power aujourd'hui que représentent ces réseaux sociaux, les gens commencent à comprendre et que ce bastion qui ne représente que 10 à 15% de la population mondiale, il est en train de s'élargir avec la conscience qui est beaucoup plus grande. Et dans toute cette région du monde qui est gouvernée par le totalitarisme, il y a beaucoup de lumière dans beaucoup de personnes. Et c'est ça qui fera avancer la stabilité et le bonheur des gens. Et il fera regresser ces dictatures. Et c'est pour ça qu'il faut savoir choisir son camp. Et c'est le camp du monde libre qui est l'intérêt de l'ensemble de la population. Tout à fait d'accord avec vous. Victoria? Oui, je suis d'accord avec ça. Jusque le risque, le ménage est déjà, pour l'Europe, c'est déjà là parce que par rapport des relations entre Erdogan et la Grèce, c'est déjà l'Europe. Aussi, oui. Mais l'Europe, c'est assez concret, non? C'est pas. Oui, absolument. Mais l'Europe, elle soutient la Grèce pas parce que la Grèce fait partie de l'Europe, mais elle soutient la Grèce parce que la Grèce a raison et parce que c'est le droit de la Grèce. On ne peut pas venir, quel que soit le pays, que ce soit la Turquie ou autre, on ne peut pas venir dire que. Mais on ne protège pas. On ne protège pas encore. On est en train de protéger, mais la protection, des fois, elle prend du temps. Elle se prépare. Elle se prépare dans le concert des nations, elle se prépare au niveau du Conseil de sécurité, elle se prépare au niveau du G8, elle se prépare au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'OTAN. Il y a des messages qui partent tous les jours pour dire attention, stop, voilà la limite rouge. Donc, il y a des choses qu'on ne dit pas tous les jours, mais qui sont là. Il n'y a pas un signe de faiblesse de l'Europe devant cet accord qui a été fait avec le gouvernement Sarraj sur le partage, sur la délimitation des zones maritimes. Il n'y a aucune faiblesse là-dessus. La Turquie, quand elle a fait cet accord, elle ne peut pas supprimer la Crète qui est entre la Libye et la Turquie. C'est l'histoire, c'est la géographie. Bon, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Bon, et elle ne peut pas contourner cela. Le traçage qui a été fait est un traçage qui ne tient pas la route,
qui est contre les principes du droit international. Et donc, c'est un traçage, en plus, comme il est fait par une partie qui n'a pas la capacité d'agir, qui n'a pas le pouvoir d'engager la Libye. C'est un projet qui est caduc, c'est un protocole caduc, puisqu'il ne s'agit pas d'un projet, il s'agit d'un vrai protocole, mais un protocole qui est nul de nullité absolue. Donc, qui n'existe pas, qui ne produit pas d'effet. On ne peut pas se prévaloir de ça. On peut le faire pour faire un discours devant un parlement ou devant une tribune populaire, etc. OK, très bien. Mais sur le plan du droit international, il n'est pas opposable. Donc, c'est caduc. Ça ne sert à rien. Par rapport à la Libye, à la construction de l'État libyen, il est vrai que la Libye, il y a 70 à 80% entre l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar et il y a 20 à 30% avec le gouvernement Sarraj et avec les milices qui sont autour, etc. Mais il faut voir qu'il y a les choses qui sont derrière. Il y a tout le croissant pétrolier qui est à l'est. Mais le pétrole est exporté par la compagnie pétrolière, la National Oil Company, qui est à Tripoli. L'argent, il rentre à la banque centrale, qui est essentiellement à Tripoli. Mais d'une part, il ne faut pas que l'exportation se fasse directement sans alimenter les caisses qui sont à Tripoli. Il ne faut pas que Tripoli encaisse sans redistribuer à l'Est. Ce point qui est encore existant aujourd'hui, mais qui ne fonctionne pas toujours bien, fait que la Libye n'a pas que le pétrole, elle a un portefeuille financier énorme. Elle a la Libyan Investment Authority qui détient des portefeuilles énormes. Elle détient dans le monde entier, elle détient dans des banques en Italie, elle détient dans des banques en Angleterre, elle détient dans des industries en Allemagne, en France, aux États-Unis. Elle a des investissements en Afrique, elle a des investissements en Asie, en Chine, etc. Donc tout ça fait que il est nécessaire pour la protection de la Libye, protection du peuple libyen, qu'un audit soit fait. Les Nations Unies ont voulu faire cet audit. Les auditeurs ont été nommés. La gouvernance de la Banque centrale, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a bloqué cela. Et ça, c'est une erreur. Et c'est même un crime. Il faut que ce processus soit repris par la communauté internationale et par les Nations Unies. Il faut que ça soit repris. Il faut que les Libyens sachent ce qu'ils ont et quel est leur patrimoine. C'est leur bien. Et si leur bien, il faut que soit préservé, il faut qu'il soit protégé. Deuxièmement, il faut que cette relation entre l'Est et l'Ouest continue à être protégée sur le plan institutionnel. Et donc, il faut maintenant trouver des solutions pour nommer de nouvelles gouvernances, à la fois pour l'exploitation et la commercialisation du pétrole libyen et du gaz libyen, mais c'est le pétrole qui est la richesse la plus importante, les autres richesses, et il faut trouver de nouvelles institutions pour régler, quitte à passer par une phase transitoire, la question des portefeuilles financiers de la Libye qui rapportent plus que le pétrole. Et il faut que la Banque centrale soit gérée de façon objective et il faut trouver un système pour assurer une gouvernance de la Banque centrale libyenne. Et il faut assurer aujourd'hui l'approvisionnement de la population pour les besoins fondamentaux. Les besoins en médicaments, donc les besoins en santé, les besoins alimentaires, donc cet approvisionnement, et en transport. Donc, et en éducation. Ce sont les choses fondamentales qu'il faut assurer à la population libyenne. Pour ça, il faut une gouvernance globale. Alors, la gouvernance globale, elle va passer en partie par la gouvernance politique, mais pas que. Et donc, il est vrai que l'armée nationale libyenne doit être chapeautée par une autorité politique. Et cette autorité politique doit être prononcée, désignée par le Parlement.
Et il se peut, et il faut aussi que le gouvernement émane du Parlement. Le Parlement, de l'autre côté, il a une période, comme le gouvernement de Sarraj, il a une période qui est devenue, qui est maintenant, qui a expiré, qui est en train de se renouveler, mais de façon de facto. Et il faut trouver un moyen pour refaire de nouvelles élections, mais pas des élections comme si le pays était démocratique, puisque le pays ne l'est pas. Donc, et il faut trouver des moyens avec les composantes, y compris les tribus libyennes, parce que c'est une structure tribale en Libye encore, comme l'ensemble de ces pays. L'Afrique du Nord a toujours des, même s'il n'a pas une composition tribale, il a la mentalité tribale. On est encore là-dedans, mais il faut que la communauté internationale aide les Libyens à faire cesser la guerre et puis à trouver un moyen pour faire émerger de nouvelles institutions avec des limites. Il faut exclure la religion, il faut exclure le nationalisme, il faut exclure le populisme et il faut établir un début d'état de droit, au moins avec une transition pas démocratique. Le mot transition démocratique ne veut rien dire, une transition vers la démocratie avec des institutions qui ne sont pas démocratiques, ce n'est pas grave, mais avec des institutions qui peuvent tenir compte de la réalité sociologique, économique, et qu'il y ait un contrôle international sur la Libye momentané. Les Nations Unies peuvent jouer sur ce contrôle. Ils ont joué ce contrôle sur l'Érythrée à un moment donné, avant que l'Éthiopie ne mette la main dessus et avant qu'elle ne quitte. Donc, les Nations Unies ont joué aussi ce rôle quand ils ont mis un système provisoire quand la Yougoslavie a éclaté en plusieurs morceaux. Donc, il faut que les Nations Unies puissent mettre une structure en place pour permettre l'émergence de nouvelles institutions, mais ces institutions-là doivent comprendre la gouvernance du portefeuille financier, la gouvernance de la Banque centrale, la gouvernance du secteur pétrolier, la gouvernance de la justice. Sans la justice, on ne fera rien. Sans la justice, la Libye ne sera pas construite. La gouvernance du système éducatif et pour faire émerger un régime politique. Et là, cette période de transition qui pourra durer entre 3 et 5 ans, mais pas plus, parce qu'à ce moment-là, ça devient l'instabilité. Il faut que ce système politique soit instauré par... Oui. C'est déjà instable, la situation est déjà instable, non stable. La situation est instable. Pourquoi elle est instable? Parce qu'il y a des tractations sur la table ou avec les Kalachnikov et avec les armes pour dire que celui-là veut ça, celui-là veut ça, celui-là veut ce morceau de pouvoir, celui-là veut telle et telle cargaison de pétrole, celui-là veut tel transfert, celui-là veut tel morceau de telle institution financière. Si on fait l'audit, si on sait ce que le peuple libyen a, si on a tout ça de façon claire, publique, transparente, à ce moment-là, et on dit quelles sont les règles pour accéder aux richesses. Le problème de la Libye, c'est un problème de combat pour les richesses, pour la mainmise sur les richesses. Si on empêche ces fractions à accéder aux richesses, donc, et à protéger les richesses, on va protéger le peuple libyen. Et on va protéger, comme tout peuple, il faut protéger le peuple et les richesses des prédateurs. Et les prédateurs sont des prédateurs internes. Ce sont les milices qui sont les prédateurs. Elles sont prédatrices, ces milices. Quand on empêche les milices d'accéder aux richesses et d'accéder au contrôle des populations par tous les moyens, à ce moment-là, la population est protégée, les richesses sont protégées et le règlement politique devient facile puisque le règlement politique doit poser comme condition que ceux qui vont prendre le pouvoir ne peuvent pas accéder librement aux richesses et ne peuvent pas disposer des populations à leur guise, comme sous les dictatures. Et c'est pour ça que la voie de la reconstruction de la Libye passe par le contrôle des richesses, un contrôle international des Nations Unies sur les richesses
et la protection des richesses, c'est même pas le contrôle, c'est la protection, plus exactement. C'est le contrôle au sens du droit, le contrôle des richesses, le contrôle des populations et la protection des richesses et la protection des populations. Quand on aura fait ça, les acteurs politiques seront invités à venir diriger cela, mais on sait qui est quoi et qui fait quoi. Et on va mettre un système politique et juridique qui empêchera toute corruption, tout abus, pour que celui qui va gérer doit rendre compte de sa gestion à la population et à la communauté internationale. Et à ce moment-là, les gens ne vont plus se battre comme pour se servir sans contrôle et sans supervision. La supervision internationale est importante et la protection de la population et des richesses est une chose importante. Et c'est la voie pour que la Libye puisse trouver son chemin vers un État stable et un État partie de la communauté internationale. Merci. Victoria? Oui, c'est bien. Juste que ça semble être la responsabilité de protéger qui a créé la crise dans 2011 et l'intervention de l'OTAN. Quand les institutions étaient détruites au début, c'était déjà cette processus pour protéger. Alors, qui doit protéger maintenant? Parce que l'ONU, OK, l'ONU, oui, mais Turquie et l'ONU sont dans la partie de Sarraj. Alors, non, l'ONU n'est pas la partie de Sarraj. Sarraj, pas directement, mais indirectement, non, parce ni que directement ça ni aide. indirectement. Non. L'ONU, elle a reconnu, et la communauté internationale a reconnu Sarraj comme un gouvernement. D'ailleurs, même Haftar l'a reconnu et le Parlement de Tobruk a reconnu Sarraj dans les accords de Skhirat. Sarraj devait passer une période courte, une période de transition. Là, cette période s'éternise. Donc, cette légitimité de Sarraj n'existe plus. Sarraj est un gouvernement provisoire qui se prolonge de lui-même. Donc, la communauté internationale n'a pas reconnu Sarraj ad vitam aeternam. Ce n'est pas un chèque blanc et à vie. C'est ça le problème de Sarraj, c'est que Sarraj agit aujourd'hui et dispose des biens de la Libye et des droits de la Libye comme s'il est là de façon indéfinie. Le gouvernement Sarraj est un gouvernement provisoire. Il s'est éternisé. Et c'est ça, le gouvernement Sarraj aujourd'hui n'a plus de légitimité. Il a la légalité internationale qui est limitée. Et là, il faut qu'il tire les conséquences. Donc, mais n'oublions pas que le gouvernement Sarraj a été institué par toutes les parties libyennes, avec la condition qu'il soit provisoire. Donc, le Parlement de Tobruk, encore une fois, a été favorable au gouvernement Sarraj et a voté pour le gouvernement Sarraj. Et Haftar a été d'accord avec le gouvernement Sarraj. À condition qu'il soit un gouvernement provisoire. À condition qu'il soit provisoire. Et ça n'a pas été provisoire. Donc, et c'est ça la faille, c'est ça le problème. C'est là où Sarraj a failli. Le gouvernement Sarraj a expiré. Okay? Donc, il a expiré, il n'a plus de validité. Il a perdu sa légitimité. Il a perdu sa légitimité, il n'a plus de validité et maintenant, il est en train de continuer parce qu'il expédie les affaires courantes. Il expédie les affaires courantes. Quant à la question de la protection internationale, quand ils ont fait partir Kadhafi, eh bien, il faut pas oublier, il ne faut pas voir cette question avec les conséquences d'aujourd'hui. On pourrait dire, mais si on pensait qu'en enlevant Kadhafi, on aurait eu ce désordre aujourd'hui, cette anarchie, on aurait dû ne pas enlever Kadhafi. La question ne se pose pas comme ça. L'histoire ne se règle pas comme ça. Ça, c'est les pro-Kadhafi qui disent ça, oui, mais Kadhafi était mieux. C'est comme si aujourd'hui on disait que Saddam Hussein aussi était mieux. Non, c'est pas qu'est-ce que. Oui, je ne voulais dire ça, mais juste que. Non, c'est pas vous. Qui est déjà. Oui, qui a le pouvoir de protéger maintenant? Oui, c'était mon question. J'en viens. Mais comme quand on dit que le gouvernement de Moubarak était mieux que la situation des frères musulmans ou actuelle, etc. Ou comme on regrette le régime Ben Ali en Tunisie. Non, il ne faut pas regretter ces
ces régimes-là, parce que ce sont ces régimes-là qui ont apporté cette situation. On ne peut pas accepter que la Libye puisse continuer à vivre sous une dictature comme celle de Kadhafi. Les richesses étaient dilapidées. L'état de droit n'existe pas. Les populations vivaient sous la terreur. Ils menaçaient l'Union européenne avec des vagues d'immigration manipulées. Et l'Union européenne payait 6 milliards de dollars, hein, le double d'Erdogan de l'époque. Cette situation ne peut pas continuer. On ne peut pas dire que ces populations-là ne méritent pas la démocratie. On ne peut pas dire que les Libyens ou les Arabes ou les Orientaux ou les autres ou les Africains ne méritent pas la démocratie. Si, ils méritent la démocratie et il faut l'organiser. Sauf que on n'a pas, quand les dictatures ont été abattues, les populations savent abattre une démocratie, une dictature, mais ils ne savent pas bâtir une démocratie. C'est ça la question. Parce que là, il faut plus de temps, il faut de l'expérience, et la démocratie ne se résout pas à une question arithmétique à 50,1%, vous avez le pouvoir. Non, la démocratie, ça c'est la démocratie arithmétique, c'est la démocratie électorale. Il faut, et c'est ça l'erreur qui a été faite dans le printemps arabe, c'est que les printemps arabes ont été, l'idée est bonne, l'idée était nécessaire, le mouvement était nécessaire, sauf que la situation, regardez comment a échoué ce qui s'est passé en Algérie, etc. Pourquoi? Parce que tout ça, les gens n'ont pas su créer un état de droit. Et l'état de droit ne se crée pas avec les élections. On ne peut pas le réduire à des élections. Ce n'est pas les élections qui sont importantes. Ce n'est pas la démocratie qui est importante dans une première étape. C'est l'état de droit. C'est de dire, c'est quoi l'état de droit? On va construire un état où la justice fonctionne, où les gens sont en sécurité, où il n'y a pas de violation des personnes, des biens. Voilà l'état de droit qu'il faut créer, où les gens peuvent exercer leurs droits librement, sans excès. Mais la solution n'est pas dans les élections. Les élections, c'est l'aboutissement d'un processus. Et c'est pour ça que même la phase de transition, elle doit être sur une base de droit et doit respecter le droit. Aujourd'hui, on ne doit pas revenir à l'état de Kadhafi. C'est impossible de revenir à la situation d'antan. C'est impossible. Ce serait un cauchemar, ce serait grave et ça va renforcer les frères musulmans. Et ça va renforcer les extrémistes musulmans parce qu'ils vont être considérés comme victimes et ils vont revenir de façon beaucoup plus redoutable. Et là, ce sera très difficile de les faire repartir de nouveau. Donc, il ne faut pas revenir à ça. Il ne faut pas revenir au nationalisme qui a créé les guerres. Il ne faut pas revenir à l'extrémisme religieux, ni à l'extrémisme nationaliste, regardez ce qui se passe en Syrie. Ce qui se passe en Syrie, cet extrémisme nationaliste, il va où? Nulle part. Okay? La Syrie est un pays en ruine. Bon. Et pour sauver une poignée, c'est en ruine. Donc aujourd'hui, par contre, on voit aussi que dans ces autres régimes, comme en Tunisie par exemple, etc., c'est un pays en ruine. L'économie est en déliquescence. C'est la corruption qui gangrène tout. Et on parle de démocratie. La démocratie, c'est le dernier étage de la fusée. Commençons par le premier étage, assainir, faisons l'audit du pays, faisons la protection des richesses, créons des institutions, protégeant les populations, protégeant les richesses du pays, protégeant la justice, faisant qu'une justice fonctionne normalement, protégeant les droits fondamentaux. Et là, on crée une gouvernance. Et la gouvernance doit être créée avec des systèmes de check and balance, de pouvoir et de contre-pouvoir, et avec un système de contrôle. Et il nous faut, dans ces pays-là, une supervision internationale. Elle est incontournable. Et donc, avec la supervision internationale, elle a eu lieu, comme on l'a dit, dans les pays de l'ex-Yougoslavie pour certains pays. On a vu que l'ONU a géré la transition au Kosovo, par exemple. On a vu ce qu'elle a fait en Bosnie.
On a vu ce qu'elle a fait il y a plus de 50 ans en Érythrée. On a vu que les Nations Unies aussi protéger l'Union sud-ouest africaine à l'époque. Hein. Donc, on a vu que les Nations Unies peuvent jouer un rôle. Il faut que les Nations Unies jouent un rôle, et c'est un rôle de transition, et il faut que, dans ce rôle de transition, que les gouvernants futurs sachent qu'il y a des limites et que la souveraineté ne permet pas tout et ne permet pas le pillage du pays. Et c'est le pillage du pays qui est le ferment de cette guerre. Ces gens-là se battent, et particulièrement ces milices, pour piller le pays et pour faire plier les populations. Et ça, il faut l'empêcher. Et donc, c'est la protection des populations et des richesses, et créer un système qui empêche les futurs gouvernants de mettre la main dans la caisse et de faire plier les gens. Le problème est là, c'est la nature humaine. Et il faut que ce système de transition soit fait sur une courte période avec des institutions qui protègent cela, et les Nations Unies ont les instruments pour faire ça. Merci. Je vous en prie. Merci, Monsieur Majid Bouden, avocat à Paris et président de l'Association des avocats en droit international. Merci à Victoria Akshurina d'être avec nous ce soir aussi, maître de conférence à Paris Dauphine, docteur en sciences politiques. Merci à Monsieur Younes Belfella qui était avec nous tout à l'heure, économiste et consultant en relations internationales, d'être dans ce débat sur l'intervention illicite de la Turquie en Libye. Voilà. Merci. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour inviter. Merci. Et à très bientôt dans un autre débat sur un autre thème. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.